L'économie mondiale est dans la tourmente de la pandémie, mais pour combien de temps? C'est le grand angle de ce samedi 19 septembre. Bonsoir Laurence Boone. Bonsoir. Vous êtes économiste en chef de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire tout d'abord un point sur les nouvelles perspectives de l'OCDE, publiées mercredi, moins pire que prévu. État des lieux de l'économie mondiale avec Antoine Delpierre. C'est une récession inédite depuis longtemps, de celle qui marque durablement toute une génération. Jamais depuis la Seconde Guerre, le produit intérieur brut mondial n'avait connu une telle baisse. Dans ces dernières perspectives, l'OCDE prévoit un recul de 4,5% pour 2020. Pour l'organisation basée à Paris, la réponse des États face à la crise a permis de limiter les dégâts, mais le constat est là, toutes les économies avancées passent en négatif. Toutes, sauf une, la Chine, qui devrait être la seule du panel de l'OCDE à afficher une croissance cette année. Le rôle important que la Chine joue dans l'économie mondiale, et qu'elle jouait déjà auparavant, va continuer pendant un certain temps encore. La Chine a été un des premiers pays à être touché par la Covid-19 et l'a surmonté de manière la plus brillante. Pour ce qui est du retour au travail, de la reprise des affaires, la Chine est vraiment à l'avant-garde. Si l'OCDE souligne l'incertitude de ses perspectives, elle prévoit tout de même pour 2021 une reprise moins forte qu'initialement prévue, avec un PIB mondial à 5%. Une reprise sous condition que les gouvernements et les banques centrales continuent de soutenir l'activité. Plusieurs secteurs clés comme les transports aériens notamment, le tourisme, l'hôtellerie-restauration ou l'événementiel ne devraient pas retrouver le sourire avant plusieurs mois. Mais d'autres, comme les services numériques, l'informatique, la vente à distance, profitent déjà d'une économie globale en mutation accélérée. Finalement, la pandémie aura peut-être tout changé sans rien modifier. Chine et GAFAM donc affichent encore et toujours leur croissance. Alors, on l'a bien compris, de nouvelles prévisions revues à la hausse. L'OCDE tablait jusqu'ici sur un recul situé entre moins 6 et moins 7,6 du PIB mondial. Il pourrait n'être que de 4,5%. Est-ce que vous diriez que le pire a été évité ? Alors, avec toute l'incertitude qui nous entoure, en sachant que ces chiffres sont aussi à prendre avec des pincettes, parce qu'ils représentent en partie l'activité privée, mais aussi l'activité publique, et tous les pays n'ont pas mesuré l'activité publique pendant le confinement de la même façon. Donc, avec toutes ces incertitudes, oui, on peut dire que on a, je ne sais pas si on a évité le pire, mais en tous les cas, c'était moins pire que ce qui aurait pu se passer. Comment vous l'expliquez ? Alors il y a deux choses. La première, c'est d'abord que les gouvernements ont déployé, tous les gouvernements, comme les banques centrales, comme le rappelait votre présentation, ont déployé tout leur arsenal de politique économique et très vite. En fait, ils ont utilisé plein de choses que certains avaient testées pendant la crise financière et là, ils ont tous fait à la fois des politiques pour soutenir les personnes, pour éviter des pertes brutales d'emplois, de revenus, et les entreprises aussi pour leur éviter de mettre la clé sous la porte parce que pendant 2 mois, elles ne pourraient pas bouger. Donc ça, c'est un point. Et puis même si on a confiné, en fait, tous les pays n'ont pas confiné de la même façon et certains secteurs d'activité ont un petit peu mieux fonctionné que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Donc cette révision en fait que vous soulignez, elle porte vraiment sur la mesure du 2e trimestre et un petit peu celle du 3e. Donc elle est historique, j'allais dire, on peut l'empocher en attendant la suite. Parce que c'est ça, c'est que malgré tout, même si vous revoyez un petit peu les chiffres à la hausse, c'est du jamais vu. Absolument. Je pense qu'on n'a jamais vu quelque chose. On n'a jamais vu une crise sanitaire mondiale de cette ampleur depuis la grippe espagnole, probablement, et pas une chute de l'activité économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis même, on n'a jamais mis en place un confinement pareil dans autant de pays au même moment. Et sur le plan économique, c'est du jamais vu aussi, une telle chute ? De fermer comme ça des activités, et à nouveau tout autour du globe, c'est effectivement quelque chose qui n'a jamais été fait. Finalement, tout ça, c'est grâce à la Chine, où le PIB devrait progresser un petit peu. Aux États-Unis, où le recul sera limité à 3,8% finalement. C'est bien résumé ? Oui, en fait, les pays qui ont été revus, alors je ne veux jamais dire à la hausse, mais ce qui a été revu en moins bas, c'est effectivement la Chine. Mais il faut rappeler, comme vous le disiez, qu'elle a été touchée au 1er trimestre, donc elle a eu le temps de récupérer. Ce qui compte en fait pour faire la croissance d'une année, c'est le 1er et le 2e trimestre. Donc elle a vraiment pu récupérer ça.
Puis beaucoup de soutien budgétaire aussi à son activité, beaucoup d'investissements dans les infrastructures publiques. Les États-Unis aussi un peu moins pire qu'attendu. Là, ça tient en partie au fait que, comme vous savez, il y a beaucoup de décisions qui se font au niveau fédéral. Et donc, il y a beaucoup d'États aussi qui, eux, ont pu décider de ne pas confiner, de laisser les activités. Voilà, il y a un arbitre. Et on a vu une gestion de la crise à la fois sanitaire et économique un peu variable aux États-Unis. Alors soyons bien concrets, un recul du PIB de 4,5% dans le monde, ça aura quelles conséquences pour les populations ? Alors, comme ce recul, il a été dans la plupart des pays complètement amorti par l'État, où en fait l'État s'est substitué aux entreprises pour payer les salariés dans énormément de pays, pas tous, je reviendrai là-dessus, et qu'il a aidé aussi la trésorerie des entreprises. Si on était revenu à une situation totalement normale aujourd'hui, en fait, ça aurait coûté de l'argent public, mais on pourrait reprendre comme avant. La difficulté, elle est double. La première, c'est qu'il y a beaucoup de pays émergents où il y a énormément de travail informel, où les populations vivent dans des milieux très très denses. Et là, non seulement on ne peut pas vraiment confiner parce qu'en Inde, par exemple, on se lève le matin pour avoir un job dans la journée pour pouvoir dîner le soir. Mais en plus, comme c'est des travailleurs informels, c'est très difficile il n'y a pas de système de sécurité sociale, donc ils ne touchent pas d'argent, n'ont pas de salaire s'ils ne travaillent pas. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, l'avenir, enfin les 12-18 mois qui sont la période de nos projections, dépend de l'évolution sanitaire. Si le virus reste à peu près contenu dans les pays où il est à peu près contenu, on va continuer de vivre, mais on va continuer de vivre aussi avec plein de secteurs d'activité qui sont réduits. Et ça, partout dans le monde. Les frontières sont fermées encore aujourd'hui. Après, plus concrètement, est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse du chômage ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des prix ? Parce que ça, c'est des questions qui intéressent les gens vous avez raison. Très personnel. Alors, on a un problème avec les secteurs celui de l'événementiel, de la culture, du tourisme, de l'aéronautique, tous ces secteurs avec lesquels il y a en fait un vrai empêchement sanitaire de continuer à travailler. Ça représente entre 13 et 20% de l'emploi dans les pays de l'OCDE, donc c'est énorme. Et effectivement, si le virus dure 2 ans, on ne va pas garder le chômage partiel dans les mêmes proportions pendant 2 ans, là où on peut le faire. Donc ces personnes, il faut absolument les former, les aider à se redéployer quelque part. Et ça, c'est quelque chose que traditionnellement, on n'est pas très bon à faire. Donc il va falloir le faire beaucoup mieux. Ça, c'est pour le chômage. Vous parliez des prix. En fait, si tout le monde continue d'avoir peur, vous savez, on a publié dans ces prévisions un graphique qui montre que entre 30 et 50% des personnes dans chaque pays, quelle que soit la façon dont il a été touché par le virus, a peur de sortir. Donc si on a peur de sortir, si on consomme moins, si les entreprises investissent moins puisque c'est incertain, on risque de voir l'ensemble des prix baisser. Sauf peut-être, et ça c'est quelque chose qui nous inquiète, le prix de la nourriture. Parce que Donc éventuellement une hausse des denrées. On parle de quoi ? Du blé, du riz, des matières comme celle-là ? Oui, des fruits, des légumes, parce que dans beaucoup de pays, ces produits agricoles, en fait, ils sont pour les cueillir, pour les conditionner, on fait appel à des travailleurs migrants. Et pour qu'il y ait des travailleurs migrants, il faut pouvoir traverser les frontières. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On voit qu'il y a des disparités assez grandes en fonction des pays. Ça peut aller du simple au triple. On comprend bien aussi ce message que vous avez qui dit voilà, si les gouvernements soutiennent, et ça marche mieux. Sauf qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir soutenir le temps de cette crise. Cette crise va durer combien de temps ? Est-ce que les gouvernements vont être en capacité de soutenir l'économie ? Alors en fait, le message qu'on essaye d'envoyer, c'est qu'il faut continuer à soutenir, mais soutenir de façon différente, beaucoup plus ciblée. Dans la première phase, on ferme tout, donc l'État soutient tout. Et maintenant ? Dans cette deuxième phase, on a certains secteurs qui ne marchent pas. Donc il faut redéployer le soutien de l'État vers ces secteurs, vers les personnes qui travaillent dans ces secteurs. En gros, moi je dirais que ça veut dire 2 choses essentielles. La première, c'est vraiment assurer qu'il y ait une couverture chômage pour tous ceux qui vont perdre leur emploi avec un niveau suffisant et pendant une période suffisamment longue pour ne pas souffrir de perte de revenus. Et puis faire un effort
colossal sur non seulement la formation, mais par exemple, si moi je travaille aujourd'hui dans un restaurant et que ce restaurant ne marche plus, j'ai des capacités pour travailler dans une maison pour personnes âgées ou pour des cantines, et il faut qu'on m'aide à retrouver un travail. Et en fait, ça, c'est des organismes type Pôle emploi qui vont le chômage en France, qui s'occupent du chômage en France. Oui, ou des organismes de formation qui traditionnellement, je vais vous donner 2 exemples. Partout dans le monde, les personnes qui sont qualifiées ont beaucoup plus accès à la formation que celles qui sont peu qualifiées. Or, dans les secteurs qui sont attaqués aujourd'hui, les personnes sont peu qualifiées. Donc, il faut vraiment redistribuer la formation vers eux. Et le deuxième exemple, c'est qu'en France, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'avoir une formation si vous avez déjà un travail que si vous n'avez pas de travail. Donc ça aussi, il faut qu'on le change. C'est la deuxième forte crise en 10 ans. L'analyse récurrente qui est faite sur la crise financière, c'est qu'elle n'a pas abouti à des changements majeurs. Cette fois, ça va être pareil. Alors vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose qui nous inquiète, sur lequel on a vraiment essayé de faire passer le message. C'est vrai que dans la dernière crise, on a dépensé de l'argent en disant il faut que ça reparte, il faut que ça reparte. Et bien sûr, il faut que ça reparte. Mais là, c'est une crise qui est dans un temps plus long. Il y a beaucoup de demandes de changement. On a vu beaucoup de protestations contre les inégalités. Vous montriez tout à l'heure un reportage sur le Chili très frappant. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de demandes pour une croissance plus soutenable, en fait. Et donc, ça veut non seulement dire moins d'inégalités, mais aussi plus adresser plus le changement climatique. Il faut absolument qu'on profite de cette reprise pour investir dans la transition énergétique. Ça, c'est le message de l'OCDE. C'est le message que vous envoyez. Oui, très fort. On ne l'a pas fait du tout dans la dernière crise. Et là, le peu de plans de relance qui sont aujourd'hui connus, en fait, les gouvernements vont publier leur budget dans le mois qui vient. À part la France qui fait un effort sur le climat, on le voit assez peu dans les autres pays, et je pense que c'est très important de redoubler d'efforts là-dessus. Surtout qu'il y a des secteurs vraiment riches en emplois dans l'environnement. Alors, ce qui caractérise cette époque, que ce soit pour l'économie, pour le sanitaire, pour le reste, c'est l'incertitude. Est-ce que malgré tout, vous arrivez à donner une estimation de la durée de cette crise? On a vu que 2008, les répercussions se sont fait sentir pendant une décennie, peut-être pas forcément sur le plan économique, mais politique aussi. Comment vous voyez la décennie à venir, et quel calendrier vous avez en tête? Alors, on dépend beaucoup de l'évolution du virus quand même. Mais une des différences par rapport à la crise financière, c'est finalement ça attaque un petit nombre de secteurs. La crise financière a touché tous les secteurs. Donc, si on arrive à gérer ces secteurs et l'emploi dans ces secteurs, si on arrive à accompagner les entreprises qui sont là, à en fermer certaines, mais leur permettre de réouvrir ailleurs, la crise peut être plus courte que la crise financière, dans la mesure où le virus nous le laisse. Laurence Poon, merci beaucoup d'être venue partager votre analyse. Vous revenez dès qu'il y a de prochaines prévisions, vous serez la bienvenue. Merci beaucoup.